Bonjour, je suis la chargée du projet Parentalité en situation de handicap. Ce projet a été financé par l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, et réalisé par l'AQPPT avec l'objectif de démystifier la parentalité en situation de handicap et démontrer qu'il est possible aux personnes handicapées d'avoir des enfants et de les prendre en charge. Alors, ces projets, ils comprenaient deux volets. Le premier a été la réalisation d'un guide adressé aux parents et aux futurs parents en situation de handicap. Et le deuxième volet, c'était la réalisation du panel Mieux connaître la parentalité en situation de handicap, qui a été réalisé le 3 décembre 2020 sur Zoom. Les panels, il a été divisé en 4 sections thématiques. La première capsule, c'est la grossesse et l'accouchement. Dans la deuxième section thématique, on parle des défis et des stratégies des parents en situation de handicap dans leur quotidien. Pour la troisième capsule vidéo, nous avons abordé les ressources existantes pour les parents. Et finalement, pour la quatrième capsule, nous avons abordé les droits des parents en situation de handicap. On arrive donc à la dernière section d'aujourd'hui. On va parler des droits des parents en situation de handicap. Et pour commencer cette section, j'invite Karina Montminy, qui est conseillère juridique de la direction de la recherche à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Oui, bonjour tout le monde. Merci de cette belle invitation. Je vais très brièvement juste vous exposer pour vous donner aussi une idée des droits qui vous sont reconnus, qui sont reconnus à toute personne et en accentuant là, sur les droits qui sont reconnus aux personnes en situation de handicap qui sont aussi lorsqu'ils vivent la parentalité, lorsqu'ils deviennent des parents. Donc, on peut passer, on va aller peut-être rapidement là, dans la... Si vous pouvez, peut-être là, j'ai pas le contrôle de la... OK, voilà. Donc, nous, à la Commission, on travaille à mettre en œuvre, à s'assurer que les droits qui sont prévus à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui est en vigueur depuis 1975 au Québec, qui est une loi très importante parce que c'est une loi qui est quasi constitutionnelle. Ça veut dire qui a préséance sur toutes les autres lois au Québec. Donc, elle a une grande importance et elle énonce plusieurs droits, différents droits, là, mais des droits qui sont parmi les plus fondamentaux. Et je vais vous en énumérer quelques-uns et afin que vous puissiez avoir là, un aperçu de ces droits-là. Donc, on peut aller au diapo suivant. Peut-être aussi juste vous mentionner pour avoir une bonne compréhension aussi de l'application de la charte. Elle s'applique autant au gouvernement, à toute l'administration gouvernementale, aux municipalités, aux établissements scolaires, à tous les services, qu'ils soient publics, privés, et aussi ce qui est la particularité de la Charte québécoise, c'est qu'elle s'applique dans les rapports entre les personnes aussi. Donc, vous voyez que l'application de la Charte, elle est très vaste. Oui, vous pouvez aller à la suivante, effectivement. Je voulais, là, il y a surtout certains droits là, qui sont les plus importants à prendre en considération dans la situation là, qu'on regarde en ce moment. Bien, c'est le droit à l'égalité. Je pense qu'on sait, mais toute personne a au Québec le droit là, à vraiment à ne pas être discriminée, tant elle a le droit de ne pas avoir, c'est ça, soit dans l'exclusion. Je veux juste m'assurer, excusez-moi, dans le partage. OK, parfait. J'avais une moins bien. Que toute personne a le droit à la reconnaissance de l'exercice en pleine égalité de tous les droits, de tous les autres droits qui sont prévus à la Charte. Puis, je vais vous expliquer un petit peu quels sont ces autres droits-là qui sont très importants là, à garder en tête. Puis, c'est sûr que le droit à la discrimination,
au Québec, on a 14 motifs dans la charte pour lesquels une personne est protégée. Et celui qui nous concerne en ce moment, c'est le motif handicap ou l'utilisation de moyens pour pallier le handicap. Vous voyez, là, il y a d'autres motifs. Je voudrais insister aussi sur le fait que le motif handicap et l'utilisation aussi du moyen pour pallier le handicap, ce sont deux motifs qui ont été interprétés à maintes reprises par différents tribunaux, dont la Cour suprême du Canada, comme étant un motif qui a une interprétation très, très large. Donc, cette interprétation-là vise à mettre vraiment l'emphase sur non pas les limitations de la personne, sa condition physique, une preuve biomédicale là, qui serait de voir qu'est-ce qu'elles sont, pourquoi elle a le droit d'être protégée, mais vraiment, on va regarder les effets que la personne elle a. Donc, quels sont justement les obstacles qu'elle rencontre. Donc, ça va être important de garder ça en tête là, quand une personne se pose des questions. Est-ce que moi, j'ai le droit à une protection? C'est très large et ça a donné lieu, cette reconnaissance-là, à la protection d'une diversité de types de handicap là, de différentes natures. Le droit, c'est ça, donc parmi les droits donc, sur lesquels je veux attirer votre attention, dans la charte, c'est ça quand on dit qu'on ne doit pas être discriminé dans l'exercice de nos autres droits. Un des principaux droits là, qu'on va toujours, faut garder en tête et qui est celui qui est le plus invoqué là, lorsqu'on parle de situation de personnes en situation de handicap, c'est vraiment le droit de sa dignité. Et ça, c'est ça, il faut le garder en tête. Puis, peut-être aller au suivant, sur lequel celui-là, je passerai plus rapidement, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que toute personne a un droit de conclure un acte juridique, mais ça, c'est très vaste quand on parle de conclure un acte juridique. Ça peut être différents types de contrats, pas seulement de louer, de faire un bail de location, mais ça veut dire de faire un achat, c'est déjà un acte juridique. Donc, toute personne en situation de handicap a droit d'avoir les mêmes services que ceux ordinairement offerts au public. Je voulais attirer aussi votre attention sur l'article 39 de la Charte qui dit que tout enfant a le droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou toute personne qui en tienne mieux peuvent lui donner. Donc, c'est aussi le pendant aussi de l'importance pour l'enfant. Il y a les droits des parents, mais le droit de l'enfant aussi d'avoir droit à l'attention de ses parents. Et la suivante, c'est aussi dans la charte qu'il y a toute l'importance de la reconnaissance de ce qu'on, en tout cas, c'est des termes très juridiques, je vous dirais aussi là, la direction morale de la famille, mais c'est une reconnaissance que ce sont les conjoints, qui soient unis par mariage ou union civile, là, qui ont les mêmes droits, mais qui ont les responsabilités aussi, qu'ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l'éducation de leur enfant. Donc, cette reconnaissance-là du droit des parents, elle est inscrite dans la Charte qu'on retrouve dans notre Code civil du Québec, mais ça, c'est important que ça se retrouve dans la Charte. Juste pour conclure, vous dire qu'il y a aussi internationalement la Convention relative aux droits de l'enfant, aux droits des personnes handicapées, la Convention relative aux droits de l'enfant. Ce sont des conventions aussi qui reconnaissent l'importance du rôle des parents qui sont en situation de handicap et qui ont reconnu aussi les défis auxquels les défis qu'ils rencontrent, mais aussi l'obligation. Ces outils-là, ils contiennent des obligations pour l'État de se doter de moyens, puis d'aide aussi de soutien pour les parents. Donc, c'est ça. Donc, nous, à la commission, c'est souvent ce qu'on va faire valoir dans différents types de travaux. On ramène les obligations de l'État, dont le Québec aussi est signataire, où il va aussi souvent adhérer à ces conventions-là. Donc, la dernière présentation d'aujourd'hui avec Rose-Marie Vakil, qui est agente de défense des droits
et responsable du dossier parentalité en situation de handicap à l'Ex-Aeco. Oui, alors bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Est-ce que vous m'entendez bien? Le ton de voix, parfait. Alors, oui, je suis responsable du dossier parentalité en situation de handicap à ETECO. ETECO étant un organisme montréalais de promotion et de défense collective des droits des personnes ayant ayant une déficience motrice et qui a été fondée en 1980. Donc, je vous avoue que depuis 2018, ETECO s'est donné un mandat supplémentaire, celui de défendre le droit des parents en situation de handicap. Les parents viennent nous voir, nous expriment de nombreuses difficultés à accomplir leurs obligations et leurs responsabilités parentales. Puis je vais y revenir un peu plus tard. D'abord, je vais simplement faire mention que oui, mis à part la charte de l'ONU, il y a aussi Québec qui a adopté en 2009, vous le savez très bien, la politique à part entière qui fait mention, et je cite, de tenir compte de la diversité des réalités familiales des personnes handicapées dans la conception des politiques familiales. Donc, aujourd'hui, j'aimerais au moins vous présenter deux grands constats que nos membres nous ont fait mention. En fait, les parents trouve qu'il y a une absence de reconnaissance de la parentalité chez les personnes en situation de handicap. Et ça, ça a un enjeu vraiment réel qui affecte grandement leur participation sociale. Ensuite, comme deuxième constat, il y en a d'autres, on pourrait aller très loin là-dedans, là, mais entre autres, il y a aussi un manque de programmes. J'aurais tendance à dire une absence, mais avec Parents Plus, on ne peut pas vraiment parler d'absence, on va parler de manque. Alors, un manque de programme dédié spécifiquement, il faut vraiment le souligner, aux parents en situation de handicap pour pallier à leurs limitations fonctionnelles afin qu'ils puissent exercer pleinement leur rôle parental. Comme vous savez sans doute, tout ça, ça a des conséquences quand même assez graves sur la vie des parents et des enfants au sein de la famille. Je ne voudrais pas dresser un tableau noir, mais c'est vraiment en tant qu'organisme de défense de droits, c'est certain qu'on reçoit des conséquences, qu'on reçoit leur expérience. Donc, je vais juste nommer quelques obstacles pour mettre en lumière tout ça. On nous dit qu'il y a un manque de ressources accessibles universellement. Donc, pour aller au gynécologue, pour aller dans certains centres d'accouchement, pour aller aux cliniques médicales, aux garderies, aux milieux scolaires. D'ailleurs, le milieu scolaire, ben, il y a encore de nombreuses écoles et même des garderies qui sont malheureusement pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant ou aux personnes à mobilité réduite. Comment faire pour amener son enfant à la garderie si on est en fauteuil roulant, qui justement c'est un autre obstacle, l'inaccessibilité des transports en commun ou adaptés. Je veux juste prendre un exemple, là, un parent qui a un enfant, un parent en situation de handicap, qui a un enfant qui doit l'amener à la garderie, à la clinique, qui utilise le transport adapté. À ce moment-là, le parent, en plus d'être en fauteuil roulant, doit amener son enfant, doit amener sa coquille, la coquille, doit amener le siège d'enfant,
bon, vous êtes parent, vous savez ce que vous devez apporter, mais en plus de l'enfant, en plus, bon, le parent doit installer le siège lui-même dans l'auto, dans le véhicule de transport, doit installer également son enfant dans le siège d'auto, et ça, sans l'aide du chauffeur du transport adapté, parce qu'il ne peut pas le faire, il n'a pas le droit, dans le transport adapté, c'est clair qu'il n'a pas le droit de porter assistance. Donc, on sait très bien que ça peut causer vraiment un grand obstacle. Ensuite de ça, ben, on parlait tout à l'heure du soutien à domicile. Je suis quand même assez surprise parce que moi, qu'est-ce que j'entends, c'est que pour le soutien à domicile, pour aider les parents en situation de handicap, mais la plupart des parents se voient leurs demandes refusées parce que ce service de soutien à domicile-là, à la base, il est conçu pour donner uniquement des soins à la personne, à sa personne elle-même, et non de donner un soin à une personne à charge mineure. Alors, ça devient très complexe à ce niveau-là. Je connais que quelques exceptions qui l'ont eu, mais en grande partie, il n'y a pas de soutien à domicile pour les parents en situation de handicap. En fait, le manque de soutien à domicile peut engendrer des signalements de négligence négligence parentale à la DPJ. Il y a un fardeau qui repose sur le parent qui n'a pas de handicap. Il y a une tension, il peut y avoir des tensions, des conflits au sein de la famille parce que tout repose sur le parent qui n'a pas de handicap. Alors, faudrait pas oublier un dernier obstacle, celui de le manque d'attente, le manque de logement accessible pouvant inclure 2 adultes en situation de handicap et 1 ou plusieurs enfants. Donc, pour terminer, oui, la personne ne devrait jamais être pénalisée du seul fait d'être en situation de handicap. C'est le rôle de l'État d'intervenir pour mettre en place des politiques publiques afin de garantir l'inclusion et l'équité pour les parents en situation de handicap. Parce que c'est une réalité grandissante chez les personnes en situation de handicap de devenir parents. Voilà. Merci.